A priori, c'est une expression assez étonnante parce qu'elle mêle l'idée de droit et l'idée de guerre. Or, on a quand même plutôt l'habitude de considérer que le droit n'a pas sa place au milieu des combats, que la guerre, c'est au contraire une zone de non-droit. Et pourtant, si l'on y réfléchit bien, on se rend compte qu'il y a tout de même des actes qui, même en temps de guerre, semblent proprement scandaleux. Tirer sur un combattant désarmé, torturer des prisonniers, violer les femmes d'un territoire conquis, tout cela, c'est proprement insupportable, plus insupportable encore que les actions déjà insupportables de la guerre, des actes de guerre plus courants et légitimes. On peut donc voir l'indice là-dedans que même à la guerre, tout n'est pas permis. Et c'est ainsi que la doctrine de la guerre juste va définir deux critères, un principe de discrimination et un principe de proportionnalité. La première exigence, donc, dans ce comment, dans ce jus in bello, ce serait le principe de discrimination, qui conduit, ça paraît bien normal, à faire une différence entre les combattants et les non-combattants pour, évidemment, ne pas s'en prendre à ces derniers. Comme le dit Michael Walzer, et ça a l'air d'une évidence, mais ça n'est pas toujours respecté, la guerre est un combat entre combattants. Autrement dit, à la guerre, tout le monde n'est pas l'ennemi de tout le monde. Au sein des États qui s'opposent, seuls les soldats, parce qu'ils sont armés et qu'ils représentent une menace, seuls les soldats sont des cibles légitimes. Ceci afin d'éviter l'escalade de la haine et les représailles sur les civils. On n'est pas pour autant sorti de l'auberge avec ce principe de discrimination parce qu'il faut quand même reconnaître que dans bien des cas, civils et militaires ne sont pas tout à fait dissociés. Il y aurait de ce point de vue-là deux cas d'école, qui seraient la bataille navale et la guerre en plein désert, où on serait à peu près tranquille et pas trop embêté par des civils. Mais dans bien des cas, en fait, les civils se trouvent juste à côté des militaires. Et on se trouve confronté au problème de ce que l'on appelle alors la théorie du double effet. Il arrive en effet qu'une attaque menée contre des cibles militaires, c'est le premier effet, fasse aussi, incidemment, des victimes parmi les civils. C'est le deuxième effet de la théorie du double effet. Doit-on alors considérer que toute guerre qui en arrive à faire des victimes parmi les civils est de ce fait une guerre profondément injuste? Doit-on considérer alors qu'on est passé de l'acte de guerre au crime de guerre? 4 critères ont pu être définis pour dire qu'une offensive, même meurtrière pour des civils, peut malgré tout continuer à respecter les critères de la guerre juste. Il faudrait que ce soit une action militaire légitime, que le résultat de cette action soit bon en lui-même et fasse progresser vers la paix et la fin de la menace. Il faudrait que les dommages collatéraux sur les civils ne soient pas l'effet visé en première intention. Et il faudrait, en un sens aussi, que l'objectif militaire soit suffisamment important pour compenser les dommages collatéraux parmi les victimes. Si l'on applique par exemple ces 4 critères à quelque chose tel que le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, on peut trouver à rediscuter sur certains de ces critères, mais par exemple le 3e critère semble bien disqualifier une telle opération et dire que cela ne pouvait pas se faire dans le cadre d'une guerre juste. Le 3e critère, je vous le rappelle, c'est celui en vertu duquel les dommages collatéraux ne doivent pas être les effets visés en première intention. Or, il paraît assez évident que la cible, à Hiroshima comme à Nagasaki, était bien une cible civile et pas du tout une cible militaire. Donc, avec l'application de ces critères, on a bien affaire ici à un crime de guerre et non pas à un acte de guerre qui relèverait de la doctrine de la guerre juste. On commence déjà à voir que cette théorie de la guerre juste vacille un petit peu. Mais les choses vont sans doute se corser davantage avec ce 2e critère que j'ai évoqué tout à l'heure, ce 2e principe plutôt, le principe de proportion. Il faudrait que les actions militaires menées soient proportionnées. Mais ne doit-on pas reconnaître au contraire que la guerre, c'est l'endroit de la démesure? La guerre, c'est le déferlement de la violence sur les hommes, et c'est le moment où, assaillis par cette violence, ils perdent précisément le sens de cette mesure. La justice exige de nous que nos actions soient proportionnées, et c'est précisément ce que nous ne sommes plus capables de faire dans la guerre. Ce sens de la proportion, on l'exige de la même manière des civils lors des procès, et c'est précisément pour garder le sens de la mesure que l'on fait en sorte que le juge ne soit pas non plus l'une des parties. Le soldat à la guerre est précisément à la fois la victime, celui qui craint pour sa vie, pour la vie de ses proches, celui qui est traumatisé par le sort de ses camarades de lutte à ses côtés depuis le début du conflit. Donc il est bien victime,
mais il est aussi bourreau potentiel. Il est armé pour pouvoir se faire justice. Et donc, il est en situation d'appliquer une réaction démesurée, disproportionnée face à ce qu'il a subi. Il faut bien le reconnaître, par nature, la guerre, c'est la situation d'excès où tous les repères tombent, où la violence se trouve banalisée, où la barbarie n'est jamais loin. Et cet homme qui fait la guerre parce qu'il est tellement imparfait que bien des conflits ne peuvent pas, à ses yeux, être réglés autrement, cet homme qui est agressif, méfiant, avide de gloire, nous dirait Hobbes, cet homme, peut-on véritablement attendre de lui qu'il se comporte comme l'être raisonnable, respectueux des formes que la doctrine de la guerre juste voudrait mettre en place, alors même que bien souvent, dans des contextes moins anxiogènes et moins traumatisants, il n'y arrive même pas.